J'étais debout au milieu de mon appartement à Lyon, en train de finir d'emballer le dernier cadeau de Noël, lorsque mon téléphone s'est allumé avec un message qui a tout figé autour de moi: si tu n'as pas l'intention de garder les 4 enfants, alors ne prends même pas la peine de venir. Aucune hésitation, aucune douceur, juste le genre de rejet glacial que l'on ressent jusque dans ses tripes. Quelques secondes plus tard, mes parents ont renchéri, approuvant comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. J'ai fixé cet écran, réalisant soudain que je n'étais pas de la famille pour eux, juste de la main-d'œuvre, mais ce que personne n'avait vu venir, c'est ce que j'ai fait ensuite. Avant de vous raconter la suite, dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Je m'appelle Émilie et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai pensé qu'être celle sur qui on peut compter dans la famille était une fierté. Je vis à Lyon maintenant, dans un petit appartement avec vue sur les lumières de la ville, le genre d'endroit qu'on gagne petit à petit grâce à de longues nuits de travail, des matins silencieux et un job qui ne cesse de vous solliciter. Je travaille dans le développement informatique, ce qui signifie que je gagne ma vie en réparant des choses, du code cassé, des déploiements ratés, des urgences qui vous réveillent avant l'aube. C'est peut-être pour ça que ma famille supposait que je pouvais tout réparer le reste du temps aussi, y compris la crise qu'ils avaient créée cette semaine-là. En grandissant, j'ai vite appris qu'Hélène était le centre de gravité de notre maison. Elle était l'aînée, celle avec le rire bruyant et les besoins infinis, que ce soit pour des trajets, de l'argent ou des faveurs, tout nécessitait d'être rassuré. Lorsqu'elle a eu son premier bébé, nos parents ont agi comme si son épuisement était un fardeau sacré que tout le monde devait aider à porter. Le temps qu'elle en ait 4, ce n'était plus une demande, c'était une tradition, et chaque tradition semblait exiger ma participation. Même à l'époque, je sentais la différence. Si Hélène oubliait quelque chose, maman intervenait, si j'oubliais quelque chose, maman soupirait et disait: « Tu es d'habitude plus responsable que ça. » Si Hélène avait besoin d'aide, papa réorganisait son emploi du temps, si j'avais besoin d'aide, papa me rappelait que j'étais une adulte indépendante. Il n'y avait aucune colère là-dedans, juste une attente silencieuse que je maintienne les bords de la famille ensemble pour qu'Hélène n'ait jamais à le faire. C'est peut-être pour ça que ce voyage de Noël comptait plus pour moi que je ne voulais l'admettre. J'avais passé des mois à planifier la location d'un immense chalet de luxe au bord du lac d'Annecy pour toute la semaine, avec quelques petites surprises. Je pensais que peut-être, juste peut-être, cette année pourrait être différente, quelque chose de chaleureux, de partagé, quelque chose qui ne tournait pas autour de ce que je pouvais fournir. Le chalet avait une vue sur l'eau gelée, de grandes terrasses en bois, une immense cheminée en pierre, le genre d'endroit où les familles vont pour créer des souvenirs plutôt que des disputes. J'imaginais les enfants courant partout dans leurs pyjamas assortis, mes parents se détendant pour une fois, Hélène riant parce qu'elle se sentait réellement reconnaissante. Je m'imaginais assise sur le canapé, un chocolat chaud à la main, me sentant partie prenante de quelque chose au lieu d'être l'échafaudage qui soutient tout l'édifice. Mais cette version de Noël n'existait que dans ma tête, la réalité a sa propre façon de briser les rêves. La semaine précédant le voyage, je suis allée chez Hélène pour déposer quelques affaires pour les enfants, des gants, de nouvelles écharpes, de petits jouets pour les occuper pendant le trajet en train. Quand je suis entrée dans le salon, cela ressemblait à tous les mois de décembre de mon enfance, des jouets partout, la télé à fond, les manteaux de mes parents sur le canapé. Maman m'a accueillie avec un sourire distrait, Hélène a à peine levé les yeux, papa m'a demandé d'aller chercher quelque chose dans la cuisine comme si j'y avais toujours travaillé. J'aurais dû le remarquer à ce moment-là, la façon dont personne ne m'a demandé comment j'allais, la façon dont personne n'a mentionné le voyage ou ne m'a remercié, la façon dont la pièce semblait déjà pencher en leur faveur. Mais je n'ai pas compris ce qui arrivait jusqu'à la nuit où le groupe WhatsApp s'est allumé et que tout ce que j'avais prévu s'est effondré en une seule phrase. Le message est apparu un mardi soir, une de ces soirées où Lyon semblait plus calme que d'habitude, comme si toute la ville s'était recouverte d'une couverture. Je venais juste de m'asseoir après le travail, portant toujours le pull sombre que j'avais enfilé le matin, quand mon téléphone a vibré avec une notification du groupe familial. Je m'attendais à quelque chose de simple, peut-être maman demandant quel gâteau les enfants voudraient pour le voyage ou Hélène envoyant un autre rappel sur l'heure de départ. Au lieu de cela, j'ai ouvert le chat et je me suis figée: si tu n'as pas l'intention de garder les 4 enfants, alors ne prends même pas la peine de venir. Hélène n'avait pas ajouté de smiley, n'avait pas adouci le propos. Juste une ligne unique lâchée dans le silence de mon appartement comme une pierre frappant l'eau, nette, lourd, sans équivoque.
Je l'ai relu, attendant la chute, une blague, un message suivant expliquant qu'elle était stressée et ne le pensait pas vraiment. Mais avant que je puisse finir d'assimiler, maman a répondu, « Ta sœur a raison. Tu es la seule à être libre. » Puis papa, comme s'il s'était tenu prêt à renforcer le verdict, « Noël, c'est fait pour aider la famille, ne complique pas les choses. » 3 messages, moins de 30 secondes d'intervalle, le même vieux rythme, la même alliance sous laquelle j'avais grandi. Le pire n'était pas les mots, c'était à quel point cela leur semblait naturel, automatique, comme s'ils avaient déjà décidé que je n'étais pas une invitée lors de ce voyage, j'étais le personnel de service. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran, je pouvais sentir la chaleur monter dans ma poitrine, ce genre de chaleur qui ne vient pas seulement de la colère mais de la reconnaissance. Ce n'était pas nouveau, c'était chaque anniversaire qu'ils avaient manqué parce qu'Hélène avait besoin de quelque chose, chaque week-end passé à surveiller ses enfants pendant qu'elle faisait une pause, chaque fête où j'achetais les courses, cuisinais les repas, nettoyais tout et me sentais quand même comme une pensée après coup. J'ai tapé, effacé, tapé à nouveau, donc, juste pour que je comprenne bien, si je ne fais pas la baby-sitter, je n'ai pas le droit de venir à Noël. J'ai fixé la bulle de texte indiquant que quelqu'un écrivait, un petit point clignotant comme un battement de cœur, puis Hélène a répondu, « Exact. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vient juste mettre les pieds sous la table et repartir. » Mes mains sont devenues froides, pas froides de tremblement, mais comme si quelque chose en moi s'était finalement éteint, une porte qui se ferme à clé. Pendant un moment, j'ai pensé à toutes les choses que je pourrais dire, leur rappelant qui avait réservé le chalet, qui avait payé les billets, qui avait porté ce voyage de l'idée à la réalité alors qu'il se souvenait à peine des dates. Mais ce n'était plus la question, ce n'était pas à propos du voyage, ça ne l'avait jamais été. C'était à propos du rôle qu'il m'avait taillé il y a des années et qu'il s'attendait à ce que je continue de jouer sans poser de questions. L'appartement était si silencieux que je pouvais entendre le doux bourdonnement du radiateur se mettre en marche. Dehors, les lampadaires brillaient contre la neige et dans cette immobilité, quelque chose en moi s'est stabilisé, calme, tranchant, indéniable. J'ai posé mon téléphone pendant 10 minutes entières, laissé la colère retomber, laissé la clarté monter. Quand je l'ai repris, je n'ai pas argumenté, j'ai pris une décision. Lorsque j'ai soulevé mon téléphone à nouveau, l'écran était encore brillant de leurs messages, des lignes qui ne faisaient plus mal mais révélaient tout ce que j'avais refusé de voir. Ma famille ne m'avait pas invité à Noël, ils m'avaient convoqué pour travailler, pour servir, pour remplir un rôle que je n'avais jamais accepté de jouer. Et soudain, toute la chaleur que j'avais imaginée, le chalet scintillant à la lueur du feu, les enfants riant dans la neige, mes parents se relaxant sans se soucier de l'argent, tout cela ressemblait à une histoire que j'avais écrite pour des gens qui n'avaient même pas pris la peine de lire la première page. J'ai fait défiler les réservations, 8 billets de train première classe, le chalet au bord du lac avec sa terrasse en bois et sa cheminée en pierre, les activités prépayées que les enfants auraient adorées. J'avais planifié une semaine entière dans les moindres détails, essayant de donner à ma famille un Noël dont ils se souviendraient. Mais ils ne voyaient pas ça, ils ne me voyaient jamais du tout. Le point de bascule n'était pas la colère, pas vraiment, c'était le changement silencieux qui se produit quand on arrête d'essayer de mériter une place qu'on a déjà payée, quand on réalise que le respect qu'on m'en dit ne viendra pas et n'a peut-être jamais existé. Mes doigts ont à peine hésité alors que je tapais, super. Alors mes 45 000 € ne viendront pas à Noël non plus. J'ai appuyé sur envoyer. Le message est resté là, bleu et sans cligner des yeux, une petite phrase stable et calme comme une porte se fermant avec un déclic doux. Je pouvais imaginer le moment où il le lirait, la confusion d'abord, puis la lente compréhension de ce que ce chiffre signifiait, 45 000 €. Billets, chalets, événements, chaque partie du voyage qu'ils avaient tenu pour acquise. Le groupe de discussion est devenu silencieux. Hélène, qui remplissait habituellement les conversations d'exigence et d'instruction, n'écrivait pas. Maman ne s'est pas précipitée pour adoucir quoi que ce soit. Papa n'a pas offert un de ces rappels condescendants sur le devoir familial. Juste un silence assez épais pour être ressenti à travers un écran. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé la rue en bas. La neige recouvrait les toits en lignes propres et silencieuses. Les voitures bougeaient lentement, les phares brillant dans l'obscurité. Quelque part plus bas dans la rue, quelqu'un accrochait des lumières, son échelle grinçant contre le froid. C'était étrange,
presque paisible, de réaliser que je n'étais pas obligée de réparer ce moment. Je n'avais pas besoin de les apaiser ou de me justifier, je n'avais pas besoin d'expliquer ce que 45 000 € signifiaient pour moi ou ce que je comptais faire ensuite. Je me suis rassise, j'ai ouvert l'application de réservation et j'ai passé le bout de mon doigt sur le bouton « Annuler la réservation ». Une semaine plus tôt, j'aurais hésité, inquiète de décevoir tout le monde. Ce soir, l'air semblait clair. Ils m'ont dit de ne pas venir, alors je me suis assurée que je ne viendrais pas. J'ai appuyé sur annuler. Les confirmations d'annulation sont arrivées une par une, des petits dings résonnant dans mon appartement comme de minuscules verdicts. D'abord le transport, puis le chalet, puis les activités prépayées. Tout cela inversé en quelques minutes, l'argent redirigé vers mon compte, le voyage entier s'effondrant aussi facilement qu'il avait été construit. Je n'ai pas envoyé les captures d'écran immédiatement, je les ai laissées reposer dans un dossier sur mon téléphone pendant que je lavais quelques assiettes, allumais une bougie et laissais le chauffage tourner. Le silence dans le chat de groupe ne s'était pas encore brisé, et d'une certaine manière, ce silence était son propre aveu, il comprenait le poids de mon message, il n'était juste pas sûr de comment répondre maintenant que je ne pliais pas. Finalement, Hélène a tapé « Qu'est-ce que tu veux dire par tes 45 000 €? De quoi tu parles ?» La façon dont elle l'a formulé, une confusion choquée, pas une once d'humilité, m'a tout dit. Elle avait supposé que le voyage de Noël était sans effort pour moi, comme si je l'avais sorti de nulle part. Elle n'avait jamais considéré que j'avais travaillé pour ça, planifié ça, payé pour ça, que je leur avais donné quelque chose de précieux. J'ai téléchargé la première capture d'écran, 8 annulations de billets, remboursement intégral. Hélène l'a lu en quelques secondes, Émilie CQICCDIA. Les majuscules ressemblaient à un cri. Maman est apparue ensuite, tu n'as pas payé les billets de tout le monde. Arrête de faire des drames. J'ai ajouté la deuxième capture d'écran, l'annulation du chalet au bord du lac, le montant de 34 000 € affiché en gras. Cette fois, la bulle de saisie a clignoté et disparu, clignoté à nouveau, puis disparu complètement. Maman n'a pas répondu. Papa l'a fait, pourquoi ferais-tu ça? Nous comptions tous sur ce voyage. Comptait dessus. C'était presque drôle, il ne m'avait même pas remercié de l'avoir planifié. J'ai envoyé la dernière capture d'écran, les événements annulés, ceux dont les enfants étaient si excités, remboursement traité, solde retourné. Et puis j'ai tapé 2 mots qui semblaient plus froids que la neige dehors, j'ai annulé. Le silence qui a suivi n'était pas comme avant, il n'était pas stupéfait ou confus, il était paniqué, un glissement de terrain, une bousculade. Hélène a été la première, tu ne peux pas être sérieuse. Les enfants attendaient ça avec impatience. Tu as gâché leur Noël. Je me suis penchée en arrière dans ma chaise, laissant la chaleur du radiateur réchauffer mes chevilles, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas senti la culpabilité s'enrouler dans mon estomac, j'ai ressenti de la clarté. Je n'ai pas gâché Noël, ai-je écrit, vous m'avez dit que je n'étais pas la bienvenue à moins que je ne fasse du babysitting. J'ai simplement retiré ce qui n'était pas le bienvenu. Maman a sauté sur l'occasion, tu es mesquine. Le babysitting n'est pas grand-chose. Tu es célibataire. Tu as du temps. Pourquoi priverais-tu ta propre famille de Noël? Ces mots étaient familiers, j'avais entendu des versions de cela toute ma vie, tu as plus de temps, tu n'as pas besoin d'aide, tes besoins passent en second, tu es responsable, tu peux gérer. Sauf que cette fois, quelque chose en moi a résisté, je ne suis pas la garderie gratuite de la famille, ai-je répondu, je suis votre fille, et vous avez clairement fait comprendre que cela ne compte pas pour vous à moins que je ne sois utile. Le message de papa est venu ensuite, calmons-nous tous. On peut encore arranger ça. Réserve tout à nouveau et arrête de faire ta diva. Cette phrase, arrête de faire ta diva, était une allumette jetée dans de l'essence. Pendant des années, chaque fois que j'avais un sentiment, une limite, un seul moment d'épuisement, papa avait une réponse similaire, comme si mes émotions étaient des inconvénients, comme si mon inconfort était quelque chose dont je devais m'excuser. Alors, j'ai écrit, arrangez ça vous-même. 3 points sont apparus, Hélène écrivait, maman écrivait, papa écrivait. Mais aucun des messages n'est passé, une famille essayant de coordonner son indignation et échouant. Puis Hélène a envoyé un pavé de texte, on ne peut rien réserver à nouveau.
Les prix ont doublé du jour au lendemain. Le chalet est pris. Les billets sont partis. Pourquoi nous ferais-tu ça? Voilà, la vérité autour de laquelle ils tournaient. J'avais de la valeur parce que je rendais leur vie plus facile, je payais pour des choses qu'ils ne pouvaient pas s'offrir, je soulevais des poids qu'ils ne pouvaient pas porter. Quand je me suis retirée, toute la structure s'est effondrée. Parce que vous m'avez dit de ne pas venir, ai-je répondu, alors j'ai écouté. Maman a essayé un angle différent, c'est pour ça qu'on ne te dit rien. Tu es trop émotive. Tu agis sans réfléchir. J'ai fixé ce message pendant un long moment, pas parce qu'il faisait mal, mais à cause de son inexactitude profonde. Tout ce que j'avais fait avait été longuement mûri et il ne reconnaissait rien de tout cela. J'y ai pensé pendant des années, ai-je finalement écrit, j'ai pensé à chaque fois que j'ai aidé, chaque fois que j'ai dit oui, chaque fois que j'ai réorganisé ma vie parce que vous aviez besoin de quelque chose. Et tout ce qu'il a fallu pour effacer tout ça, c'est une soirée et un message me disant que je ne suis la bienvenue que si je suis utile. Ce n'est pas ça une famille. Hélène a envoyé un autre message, plus court cette fois, alors quoi maintenant? Tu ne rentres juste pas à la maison? Tu passes Noël toute seule? Son ton avait changé, pas en colère, mais déstabilisé. Pour la première fois, elle semblait incertaine. Non, ai-je écrit, je passe Noël avec des gens qui me voient comme une personne, pas comme une ressource. Et c'était la fin. Personne n'a répondu après ça, les bulles de saisie ne sont jamais revenues. J'ai posé mon téléphone face contre la table, je suis allée dans la chambre et j'ai ouvert la valise que j'avais faite pour le voyage. J'ai sorti les vêtements et je les ai pliés pour les remettre dans mes tiroirs, un par un, jusqu'à ce que la valise soit vide. La chose étrange n'était pas la tristesse, c'était le soulagement, comme enlever un manteau dont je n'avais pas réalisé qu'il était devenu si lourd. Le lendemain matin, j'ai bloqué les notifications du groupe de discussion, puis j'ai traversé Lyon pour aller chez une amie où la chaleur débordait des fenêtres et où quelqu'un m'a tendu une tasse de quelque chose de chaud avant même que je ne m'assoie. Leur salon sentait le sapin et les sablés frais. Pas d'exigence, pas de conditions, juste un accueil. Et pour la première fois depuis longtemps, Noël m'a semblé être le mien. Le matin de Noël à Lyon m'a semblé plus calme que n'importe quelle fête dont je pouvais me souvenir. Pas de téléphone qui vibre, pas de demande de dernière minute, pas de liste de tâches déguisées en tradition familiale. Au lieu de cela, je me suis réveillée sur le canapé de mon ami avec l'odeur de brioche à la cannelle et le son de rire doux venant de la cuisine. C'était simple, ordinaire, et cela donnait l'impression que quelqu'un avait ouvert une porte dont j'ignorais l'existence. Nous avons passé la journée à cuisiner, à jouer à des jeux de société, à marcher dans l'air froid avec nos manteaux zippés jusqu'au menton. Personne ne m'a demandé de réparer quoi que ce soit, personne ne m'a dit ce que je leur devais. Chaque conversation semblait légère, comme respirer sans poids sur mes côtes. À un moment donné, mon ami m'a tendu un petit cadeau, rien de cher, juste attentionné, un petit carnet avec une couverture douce. À l'intérieur de la première page, elle avait écrit « Pour la vie que tu as le droit de choisir ». Pendant ce temps, le chaos de ma famille se déroulait sans moi. Un cousin m'a envoyé un texto en privé pour dire que les billets de dernière minute étaient au triple du prix original et s'étaient vendus en quelques heures. Le chalet avait disparu depuis longtemps. Les enfants étaient déçus, les adultes irrités, et chaque plan qu'ils supposaient les attendre s'était évaporé. Certains proches chuchotaient que ce n'était pas juste de me blâmer, d'autres disaient que c'était mérité depuis longtemps. Mais je n'ai pas jubilé. La vérité était plus simple, la paix ne ressemble pas toujours à une victoire, elle ressemble parfois à s'éloigner avant de brûler. Au moment où les lumières se sont tamisées ce soir-là, je savais que quelque chose avait changé de façon permanente. Je n'avais pas seulement annulé un voyage, j'avais annulé un rôle que je n'avais jamais voulu. Un mois plus tard, Hélène a finalement envoyé un texto. Pas d'attitude cette fois, pas d'exigence. Juste, si tu veux venir au prochain Noël, tu n'auras pas à faire la babysitter. Je suis désolée. Je l'ai lu, j'ai laissé l'écran s'éteindre et j'ai posé le téléphone. Certaines portes n'ont pas besoin d'être claquées, elles restent juste fermées une fois que vous les avez franchies. Et si une partie de mon histoire vous semble familière, dites-moi d'où vous m'écoutez, partagez ce que vous auriez fait et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire.